Parlons à présent du TD2 des laboratoires Java de l'unité de Dev2. Alors avant de commencer, c'est écrit en grand, en gros, en rouge. Il ne faut pas ouvrir un autre dossier que celui qui contient votre pomme XML. Donc, quand vous rouvrez votre projet, s'il n'est pas ouvert déjà dans votre éditeur, par exemple parce que vous avez changé de machine, quand vous rouvrez votre projet, eh bien, il faut reprendre le bon répertoire. Et le bon répertoire, il suffit d'ouvrir, de chercher le POM XML. Et quand vous ouvrez directement le POM.xml, vous serez à peu près sûr, il faut cliquer Open as Project, d'avoir ouvert le bon répertoire si vous avez évidemment choisi le bon fichier POM XML. Le problème, si vous n'ouvrez pas le bon répertoire, par exemple si vous ouvrez un répertoire trop haut ou trop bas dans la hiérarchie de fichiers, vous allez avoir quelque chose, mais vous pourrez peut-être pas l'exécuter, ou en tout cas ça va pas bien s'exécuter, vous aurez tout un tas de problèmes que vous n'avez pas envie d'avoir, donc évitons cela et ouvrons notre pomme XML. Passons maintenant au TD2. Alors, en fin de TD1, nous avions créé, en tout cas pendant le TD1, nous avions créé par exemple 2 chiens et un chat, et on leur avait demandé d'aboyer et de miauler respectivement. Alors pour le chat, pour l'instant, je vais enlever mes chats, en tant qu'à mon chat, et je vais m'intéresser aux chiens. Donc j'ai 2 chiens, mon chien et un autre chien, et le premier aboie et le second aboie, mais à l'écran, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons simplement waf, waf pour chacun des chiens. On aimerait avoir une information sur qui est le chien qui aboie, afin de pouvoir identifier chaque chien. Et cette information, on va devoir l'intégrer dans la classe dog en expliquant à la classe dog qu'au fond, un chien, non seulement il peut aboyer, mais il peut aussi avoir un nom. Il a un nom, il est identifié par exemple par un nom. On appelle ça un attribut, et de la même manière que les méthodes, on va les écrire dans la classe. Donc bien entre les accolades, en général on met les attributs au début. Et qu'est-ce que le nom d'un chien? Je vais l'appeler name, mais un nom c'est une chaîne de caractères, donc en Java, le type des chaînes de caractères c'est string avec une majuscule. À ce sujet, quand vous écrivez du code, vérifiez bien toujours qu'il n'y a rien qui apparaît en rouge qui indiquerait un problème. S'il y a du rouge, c'est vraisemblablement un problème qu'il faut arranger et il faut éviter de retarder la résolution des problèmes parce que ça va juste s'accumuler et ça va pas être bon pour vous. Une fois qu'on a donné un nom, ou en tout cas qu'on a annoncé qu'un chien possédait un nom, on va pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, je vais retourner dans la méthode bark et simplement signaler que euh, quel chien est en train d'aboyer. Donc je vais donner le nom du chien qui fait ouf. Donc ici, j'ai envie de mettre le nom, puis a dit wouf. Ok. Donc ceci va fonctionner. Vous voyez que le name ici est de la même couleur que le name au-dessus, ce qui indique que c'est en fait c'est la même chose. Cela dit, une pratique que je vais essayer d'utiliser tout le temps, c'est de faire précéder les attributs par le mot-clé this, qui n'est pas obligatoire en Java, mais qui va nous éviter de temps en temps, et on le verra plus tard, d'avoir certaines confusions qui pourraient arriver si on ne le met pas. Alors, dans l'état actuel des choses, si j'exécute mon programme, j'ai le résultat suivant. J'ai nul a dit ouf. Et en plus, j'ai oublié l'espace juste avant le A. Alors, j'ai déjà rajouté l'espace. Je vais relancer. Et donc, mon problème maintenant, c'est que le name, ce qui est censé être le nom du chien, vaut nul. Pourquoi ça vaut nul? Eh bien, parce que c'est la valeur par défaut d'un attribut quand on ne lui donne pas de valeur. La question est comment lui donner une valeur? Et la réponse pourrait être j'ajoute égal et puis je mets le nom du chien ici. Si j'appelle mon chien Médor, effectivement, je vais avoir Médor a dit wouf. Mon problème à moi, c'est que en réalité, si je reviens à mon fichier main, à ma classe main, en réalité j'ai 2 chiens et j'aimerais bien que ce soit pas le même chien et en tout cas qu'ils s'appellent pas tous les deux Médor. Donc la technique ici pour donner un nom au chien, c'est au moment de l'instanciation, c'est-à-dire quand on écrit new dog, on va donner le nom du chien en paramètre. Donc le premier, je vais l'appeler Médor, et le second, je vais l'appeler Milou. Oh,
Maintenant, le problème, vous voyez, il y a du rouge. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il s'attendait à n'avoir aucun argument, mais il en a trouvé un. Et la raison de ça, c'est que dans la classe dog, je n'ai pas écrit comment je pouvais nommer mon chien, comment je peux recevoir le nom. J'ai dit qu'il devait y avoir un attribut qui contient le nom, mais Java ne va pas automatiquement identifier que ce paramètre-là correspond au nom que j'ai donné ici. Il faut faire le lien entre les deux. Et en réalité, quand on fait new dog, on appelle ce qu'on appelle, désolé pour la répétition, le constructeur de la classe. Et donc on doit écrire un constructeur de la classe qui va recevoir un paramètre et qui va associer ce paramètre à cet attribut. Alors je fais un petit peu de ménage pour essayer d'avoir les deux sur le même écran. Donc vous voyez, à droite j'ai ma classe main, à gauche j'ai ma classe dog. Et maintenant je vais ajouter, je vais décrire un constructeur au sein de la classe dog. Alors ici le constructeur, alors attention n'oubliez pas, les commentaires vont toujours avec la méthode. Donc ici ce bloc-là reste ensemble et moi je mets mon constructeur soit avant soit après. Dans ce cas-ci je vais le mettre avant. Alors, la syntaxe pour écrire un constructeur, c'est public, suivi du nom de la classe, suivi de parenthèses avec, à l'intérieur des parenthèses, la liste des paramètres qu'on doit recevoir. Donc dans ce cas-ci, on veut recevoir le nom du chien. Alors je vais l'écrire comme ça pour l'instant, je changerai juste après. Et puis je mets des accolades. Et dans les accolades, je dis ce qu'il faut faire pour donner une valeur aux différents attributs à partir des paramètres que je vais recevoir au moment de l'appel du constructeur. Dans ce cas-ci, je reçois le nom du chien, donc soit Médor, soit Milou, en paramètre, et je veux que ce truc, ce paramètre-là, aille dans l'attribut name. Donc je vais écrire 10.name égale nom du chien. Alors, plusieurs choses. Ici, la première, c'est que nom du chien, je l'ai écrit en français. En général, on va essayer de coder en anglais. Donc, j'aimerais bien ne pas l'appeler nom du chien. Alors, je pourrais l'appeler name of the dog. Mais j'aimerais vraiment, vraiment bien l'appeler simplement name. Et on peut se dire, mais name, c'est déjà pris puisque c'est déjà le nom de l'attribut. Donc, on ne peut pas vraiment. En réalité, on peut. Donc, si j'écris name ici, et que j'écris à ce moment-là name en dessous, vous voyez que le name à gauche, donc this.name, le name est en couleur, alors que le name à droite, il est en noir. Donc, IntelliJ a identifié que ces deux names, ces deux occurrences du mot name, en fait, ne correspondent pas à la même chose. Dans un cas, c'est l'attribut, dans l'autre cas, c'est le paramètre que je reçois du constructeur. Bien, donc pour récapituler ce qui va se passer, quand je définis la variable mon chien, j'instancie la classe dog et je donne au constructeur le paramètre qui est une chaîne de caractères qui est simplement Médor. Ce paramètre arrive ici dans le constructeur que j'ai décrit sous le nom name et donc dans ce cas-ci Médor va être attribué à l'attribut name de l'instance courante du chien. Lorsqu'ensuite on va demander à ce chien-là, donc à cette instance-là, qui pour l'instant est dans la variable mon chien, d'aboyer, donc on va appeler la méthode bark, eh bien la méthode bark va aller récupérer le nom du chien, donc le nom dans l'instance, la valeur de l'attribut dans cette instance-là du chien, et va écrire adiwouf. On teste ça. Je clique pour exécuter, et je vois bien Médor adiwouf, suivi de Milou adiwouf. Et si je redemande à Médor, qui est mon chien, d'aboyer, eh bien je vais avoir Médor, Milou et encore Médor. Donc arrivé ici, c'est très très important de bien distinguer la classe dog de ses différentes instances. Si vous voulez, la classe, c'est une espèce de plan de montage ou de notice d'utilisation d'un chien qui explique que tous les chiens dans notre monde, dans notre programme, vont avoir un nom et seront capables d'aboyer. Tous les chiens vont faire ça, mais il peut y avoir plusieurs chiens dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appeler new dog, je vais instancier, je vais créer une nouvelle instance de la classe, donc un objet concret qui va contenir, lui, un nom et la méthode bark.
Mais ces deux chiens sont bien des instances distinctes de la classe, et donc elles vivent leur vie indépendamment. Il y a un chien qui peut aboyer, l'autre n'est pas obligé d'aboyer. Si je fais aboyer mon chien 2 fois et l'autre chien pas du tout, ma foi, tout se passe bien. Pour illustrer ça, je vous propose d'implémenter une petite chose qui n'est pas faite dans le TD, mais qui, je pense, va montrer que chaque instance vit sa vie indépendamment. Donc rajoutons dans la classe dog la possibilité de compter combien de fois le chien a aboyé. Alors, on a besoin d'un compteur, donc ça sera un attribut, et je vais l'appeler bark count, et je vais le définir à 0. Alors je peux le définir à 0 ici au niveau de la déclaration de l'attribut, ou alors je peux aussi le faire au niveau du constructeur, bark count égale 0, et comme ça je donne une valeur à mon compteur. Et à chaque fois que je vais aboyer, eh bien je vais augmenter le bark count. Décidément, je n'arrive pas à taper correctement. Voilà, j'augmente le bark count. Et maintenant, ce que je vais faire simplement, c'est system out println, et je vais dire this name plus a déjà aboyé. Combien de fois? 10.barcount fois. Alors, en faisant ça, donc je vous montre le code. En faisant ça, donc j'ai dit, j'ai un compte de nombre d'aboiements. Au début, il vaut 0, donc à la construction du chien, il vaut 0. À chaque fois que j'aboie, j'augmente ce compteur d'une unité. La syntaxe ++ ici veut dire j'incrémente de 1. C'est la même chose que d'écrire 10.barcount plus 1. Okay, c'est la même chose. C'est simplement plus court d'écrire ++. Ensuite, j'affiche, à chaque fois qu'on aboie, j'affiche le nombre de fois que le chien a aboyé. Si j'exécute ça, en revenant dans mon main, j'exécute et j'obtiens la chose suivante. Médor a dit wouf, il a déjà aboyé une fois. Il a redit wouf, il a déjà aboyé 2 fois. Si maintenant je prends mon autre chien et que je le fais aboyer également, j'aurai Médor a dit wouf une fois puis 2 fois, et Milou a dit wouf, il a aboyé une fois. Remarquez évidemment, à chaque fois que j'exécute mon programme, le compteur se remet à 0, c'est normal, hein. Il n'y a pas de mémoire d'une exécution à l'autre du programme. Alors comme je suis un petit peu sorti du TD en faisant ça, je vais effacer tout ce que je viens de faire, et je reviens au code tel qu'il était précédemment. Passons maintenant à la fiche de contact. Pour celle-ci, on vous demande de créer une nouvelle classe qui va s'appeler contact, toujours avec une majuscule. Et dans cette classe contact, on veut avoir 4 attributs. Le premier est le nom, puis le prénom, l'adresse postale. Ces trois-là sont des chaînes de caractères, donc je vais écrire string name, string first name, string address. Et le quatrième attribut est un numéro de téléphone qu'on va ici essayer de représenter comme nombre entier. Ça ne sera pas idéal, mais je vous expliquerai pourquoi le moment venu. Alors, nous savons que pour remplir ces attributs, nous avons besoin d'un constructeur, et on pourrait imaginer l'écrire à la main, c'est-à-dire public, contact, et puis commencer à écrire, ok, j'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un prénom, etc., etc. Mais c'est un petit peu long à écrire, et finalement, c'est un code relativement simple à deviner à partir du nom des attributs. Une fois qu'on a le nom des attributs, on devine qu'on peut avoir envie d'un constructeur qui va donner une valeur à chacun de ces attributs. Et ça, IntelliJ peut le faire pour nous. Donc on peut faire clic droit bien dans la classe, c'est-à-dire bien entre les accolades, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc clic droit, generate, une alternative c'est de faire alt insert, et là vous pouvez générer tout un tas de choses, notamment le constructeur. Donc ici on va générer un constructeur, on va sélectionner les différents éléments avec lesquels on veut travailler. Alors pour sélectionner, normalement vous connaissez, mais soit vous faites CTRL et puis vous cliquez sur chacun des éléments que vous voulez. Une autre manière de faire, c'est vous cliquez sur le premier, Shift, cliquez sur le dernier, et ça sélectionne tout. Une troisième manière de faire, c'est Shift et puis les flèches.
et vous choisissez la technique que vous préférez pour ça. Dans mon cas, j'ai sélectionné les 4 et je fais OK. Et vous voyez que le code du constructeur est généré. Donc ce constructeur va recevoir le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone et va simplement remplir les attributs correspondants directement. Ensuite, on vous demande d'écrire un accesseur ou un getter. Ici, on veut un accesseur, c'est-à-dire une méthode qui va retourner l'adresse de la classe. Alors on verra quand on parlera de visibilité pourquoi c'est important de parler d'accesseur. Pour l'instant, sachons simplement qu'une méthode qui retourne un attribut, on appelle ça un accesseur ou en anglais un getter. Dans ce cas-ci, je veux une méthode qui va retourner une chaîne de caractères, donc string, qui va s'appeler getAddress, qui ne reçoit aucun paramètre et qui va simplement retourner l'adresse du contact. Encore une fois, étant donné un attribut adresse, si on veut écrire un getter pour cet attribut, on se doute que ça va pouvoir être généré par IntelliJ. Et effectivement, alt insert, générer un getter. Je choisis l'adresse, je peux choisir plusieurs getters, ou enfin plusieurs attributs si je veux, mais ici je vais juste faire l'adresse. Je fais OK, et voilà, l'accesseur est généré. Remarquez qu'IntelliJ par défaut rend mes accesseurs publics. On parlera encore une fois de visibilité plus tard. Pour l'instant, si vous mettez ou que vous ne le mettez pas, c'est bon pour nous. Et dans un TD ultérieur, on parlera de la distinction entre les deux. Enfin, remarquez que dans cet accesseur, IntelliJ a généré return address. Je vous avais dit que moi j'aimerais bien utiliser this.address quand c'est possible. Donc je vais rajouter le this, mais il est optionnel. Et toujours, vous pouvez vous baser sur la couleur pour identifier s'il parle bien de l'attribut ou si c'est un paramètre. Dans ce cas-ci, la couleur nous montre que c'est bien l'attribut. Mais je préfère être prudent et écrire this address explicitement. La méthode suivante qu'on vous demande d'écrire ici, c'est une méthode qui va retourner le nom complet de la personne. Vous voyez qu'on a le nom de la personne, on a le prénom de la personne, on voudrait le nom complet, c'est-à-dire le prénom plus le nom. Donc ici, on va devoir générer une méthode, ou en tout cas écrire une méthode, qui va retourner le nom complet, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et je vais l'appeler getFullName. Et le full name, il sera construit en prenant le prénom puis le nom. Donc je vais faire return this.firstname plus, je vais mettre une espace entre les deux, et le nom de famille de la personne. Donc ceci me donne une espèce de getter, sauf que c'est pas un getter simple, c'est-à-dire que ça ne retourne pas juste la valeur d'un attribut, ça me retourne une valeur construite à partir de plusieurs attributs. Ça, bien sûr, IntelliJ va pas pouvoir le générer pour vous, c'est à vous d'écrire ce code-là par vous-même. La méthode suivante à écrire est un setter, c'est-à-dire un mutateur en français, et c'est l'équivalent du getter, mais pour modifier un attribut plutôt que pour juste retourner sa valeur. Donc dans ce cas-ci, on voudrait un mutateur, donc un setter, qui permet de modifier le numéro de téléphone. Alors comment est-ce qu'on peut écrire cette méthode? Eh bien c'est une méthode qui va rien retourner, mais qui va permettre de modifier le téléphone, le numéro de téléphone. Donc on va l'appeler setPhone, c'est une convention. Et pour modifier le numéro de téléphone, il faut avoir le nouveau numéro. Donc, je vais l'appeler nouveau numéro, ici entre parenthèses, et je mets des accolades, et dans mes accolades, je vais écrire ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer le numéro de téléphone et mettre le nouveau numéro à la place. Comme précédemment, comme quand on a écrit des constructeurs, on se dit que ce nouveau numéro, on aimerait bien qu'il s'appelle en fait simplement phone, et donc je vais faire la même chose que précédemment, je vais écrire phone ici, et vous allez voir que ça fonctionne quand même. Encore une fois, IntelliJ et Java de manière générale sont suffisamment intelligents que pour identifier que le phone qui est ici, c'est le même que celui-là, il est en noir, c'est bien le paramètre, alors que celui qui est précédé de this point, celui-là c'est le nom de l'attribut, et donc c'est pas la même chose. Donc cette méthode-là va aller modifier le nom de l'attribut, en tout cas pas le nom de l'attribut, mais le contenu de l'attribut phone. Bien sûr, pour un mutateur simple qui va juste modifier un attribut, on va pouvoir là aussi le faire générer par IntelliJ. Donc si j'efface ce que j'ai écrit, que je fais Alt Insert, maintenant je génère un setter pour le phone, donc je clique sur phone et puis je clique sur OK, j'ai exactement ce que j'avais écrit juste avant.
À ceci près que je n'avais peut-être pas écrit public, mais encore une fois, la visibilité, on s'en inquiétera plus tard. Dans l'énoncé du TD, on vous demande aussi de générer des accesseurs et des mutateurs pour les autres attributs. Alors je ne suis plus sûr s'il faut générer pour les accesseurs, mais générons tout ça. On peut générer les getters et les setters en même temps, getter et setter. On peut simplement, hop, tout sélectionner d'un coup, et il va tout nous générer en une fois. Et il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. La seule chose, c'est comme je l'avais dit, je vais rajouter les 10 là où il ne le met pas. Donc ici, je vais rajouter 10 points devant chaque attribut pour lequel il ne l'a pas mis tout seul. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais je préfère être cohérent et avoir la même convention partout. Par contre, dans le set adresse et dans le set first name, ou même dans le set name, IntelliJ a lui-même géré l'ajout de 10 points, parce que sinon, s'il enlève, s'il ne mettait pas 10 points à cet endroit-ci, on aurait un problème, puisque là, il ne pourrait pas identifier que l'un est le paramètre et l'autre est l'attribut. Donc ça, dans ces conditions-là, le mot 10 est important. Ceci termine notre classe contact, et on va pouvoir revenir à la classe dog. Dans la classe dog, on nous demande d'ajouter un nouvel attribut, weight, qui est le poids du chien. Donc je vais ajouter un attribut weight, qui sera dans ce cas-ci un entier, que j'appelle weight. Alors j'essaie de l'écrire correctement, W-E-I-G-H-T. Et on me demande de modifier le constructeur pour que le poids puisse être donné au moment de la construction du chien, au moment de l'instanciation. Donc ici je rajoute un paramètre dans mon constructeur, j'ajoute l'initialisation de l'attribut grâce à ce paramètre. Et bien sûr, maintenant, j'ai deux problèmes liés à ça, puisque j'ai changé mon constructeur, et donc je dois aller modifier les appels au constructeur, c'est-à-dire dans ma méthode, dans ma classe main, dans ma méthode main de la classe main, ici, là où j'utilise les constructeurs, il faut que je rajoute le poids. Et le poids du premier, le poids de Médor va être égal à 60 kg, et le poids de Milou, ce sera 7 kg. La dernière chose, ça va être de retourner dans la classe dog. On remarque que maintenant, il n'y a plus de problème lié au constructeur. Et on va simplement modifier bark pour afficher un aboiement différent en fonction du poids du chien. Donc on nous demande dans l'énoncé d'afficher yip yip si c'est un petit chien, inférieur à 10 kg, et autre chose si c'était un plus gros chien. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser un if, else, comme on en a fait en Python. Donc la syntaxe est un petit peu différente, elle est rappelée dans le TD, ou elle est expliquée dans le TD si vous ne l'aviez pas encore vu. If, puis une paire de parenthèses. Là, vous mettez la condition. Ensuite, on met des accolades. Et dans les accolades, on écrit ce qu'on fait si la condition est vraie. Ensuite, on peut mettre else, encore des accolades. Et là, dans les accolades, on peut écrire ce qu'on fait si la condition n'était pas vraie. Okay. Si on a plusieurs conditions, on peut enchaîner if, else, if avec une autre condition. Et puis un else. Et comme ça, on obtient des cas mutuellement exclusifs. Alors dans ce qui me concerne, ça va dépendre du poids. Donc si le poids est inférieur à 10 kg, il faut aboyer avec yip yip. Alors c'est pas marqué si c'est inférieur ou égal, donc moi par défaut je vais mettre inférieur ou égal. On verra plus tard si on doit ajuster ça. Et donc dans ce cas-là, il faut faire yip yip. Donc je vais reprendre mon woof, je vais le déplacer et je vais le mettre ici. Mais je vais pas mettre woof, je vais mettre yip yip. Ok. Par contre, si le poids est inférieur à 30 kg, à ce moment-là, on doit faire woof. Enfin, s'il est supérieur à 30 kg, donc dans les autres cas, on doit faire woof, mais écrit en plus gros. Comme ceci. Ayant fait cela, on va pouvoir réexécuter notre méthode main et vérifier si ça fonctionne. Effectivement, Médor, il aboie de manière plus importante que Milou, parce que Médor est un gros chien et Milou est un plus petit chien. Avant de passer à la fin du TD et au dernier exercice, n'oublions pas la documentation. Donc ici, je vous rappelle qu'on peut devant chaque élément mettre de la documentation. Donc le nom, c'est le nom du chien. Le weight, c'est the weight. Oups, pardon. The weight of the dog. Et
ici, j'ai un constructeur qui reçoit le nom du chien et le poids du chien. Dans ce cas-ci, ce sont des classes, des constructeurs et des attributs d'exemple, donc je ne m'inquiète pas trop d'écrire quelque chose de très précis, mais pour illustrer, j'aime bien d'avoir de la documentation pour chaque membre d'une classe. Passons maintenant à la dernière partie, l'exercice où il faut ajouter un attribut hungry qui va nous dire si le chien a faim ou pas. Donc pour ajouter un attribut, on connaît la musique. Dans ce cas-ci, c'est un attribut qui me dit s'il a faim ou pas, donc c'est un booléen, et le type c'est boolean. Et donc je vais l'appeler, mon attribut, je l'appelle hungry. Ok, donc je vais documenter. C'est vrai si le chien a faim. Alors par contre, pour cet attribut-là, on me dit de ne pas modifier le constructeur, c'est-à-dire de ne pas rajouter de paramètres au constructeur. Mais il faudrait quand même savoir si un chien a faim ou pas. Donc est-ce que hungry est égal à true ou à false? Alors il se fait qu'un attribut par défaut, comme ça, va avoir une valeur, mais dans un but d'être complètement explicite, je pense qu'il vaut mieux écrire ici 10.hungry égale, et dire s'il a faim ou pas. Et dans l'énoncé, on me dit qu'au début, c'est-à-dire quand on crée un chien normalement n'a pas faim au moment où il est créé, donc on va écrire égal false pour hungry. Dans ce cas-ci, il se fait que c'est la valeur par défaut, donc on n'est pas obligé de l'écrire. Accessoirement, on peut aussi écrire, quand on veut écrire la valeur d'un attribut qui sera la même pour toutes les instances, on peut écrire, en tout cas la valeur initiale sera la même pour toutes les instances. On n'est pas obligé de l'écrire dans le constructeur, on pourrait l'écrire directement au niveau de la déclaration de l'attribut. Dans ce cas-ci, moi je préfère avoir tout au moment du constructeur. Ensuite, que fait-on avec notre attribut hungry? On me dit un chien ne peut courir que s'il n'a pas faim. C'est-à-dire que déjà, il doit pouvoir courir, donc on va rajouter une méthode qui va permettre de courir, mais cette méthode ne va permettre de courir que si le chien n'a pas faim. Donc ici, je rajoute une méthode run, et je dis si le chien n'a pas faim, donc if this hungry n'est pas vrai, donc ici j'utilise l'opérateur point d'exclamation qui est l'équivalent d'une note en Python, et bien dans ce cas-là, j'écris que le chien court. Okay, donc this.name court comme un fou. Par contre, si mon chien a faim, donc dans l'autre cas, je vais simplement écrire this.name a faim. Alors commençons déjà par tester ceci. Ici, je vais aller dans mon main.java et je vais demander à mes chiens de courir un petit peu. Je vais demander à mon chien de courir et je vais lui dire de courir 2 fois, voire 3 fois d'affilée. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? Je vais avoir Médor court comme un fou, il court comme un fou, il court comme un fou. Or, on m'a dit qu'une fois que mon chien avait couru, il devait avoir faim. Donc, je vais ajuster ceci, puisque une fois qu'il a couru, il faut que this hungry devienne égal à vrai. Comme ça, il ne va pas vouloir courir plusieurs fois. Si je réexécute mon programme, la première fois, il court comme un fou, mais les fois suivantes, il a faim, donc il refuse de courir. Et comment faire pour qu'il n'ait plus faim? Eh bien, on a besoin de le nourrir, et pour ça, on va faire manger le chien en utilisant une méthode eat, dans laquelle, quand il mange, alors je vais peut-être écrire quelque chose comme this.name mange à sa faim. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que this.hungry devienne égal à false une fois qu'il a mangé. Okay. Qui va me permettre, dans mon main, de pouvoir le nourrir entre chaque petite course. Donc je vais faire un des appels à la méthode eat. Comme ça, il va courir une première fois, puis on va le nourrir, il va pouvoir courir une deuxième fois. Par contre, la troisième fois, il ne va pas vouloir courir parce qu'on ne l'a pas nourri entre les deux. Okay, on exécute, et on confirme qu'il court, il mange, il court, mais après il a faim, donc il ne court plus. La dernière chose à faire dans notre classe chien, c'est de générer un accesseur pour l'attribut hungry. Alors regardons ce qui se passe quand on génère l'accesseur directement depuis
IntelliJ. Et on voit que hungry est donné comme accesseur. Enfin, le nom de l'accesseur, c'est isHungry. Donc ça, c'est la convention. C'est quand on a un attribut booléen, plutôt que de l'appeler getHungry, on l'appelle isHungry. Et la raison, c'est que ça se lit bien en anglais. Bien, avant de quitter le TD, c'est le moment de rajouter la documentation. Donc ici, on va avoir tell the dog to run. Ici, ça va permettre de donner à manger au chien. Et pour un getter, c'est un returns true if the dog is hungry. Ok. Alors remarquez que pour un getter, quand on a une valeur de retour, il faut aussi rajouter normalement une description à côté du mot-clé @return. Dans ce cas-ci, pour un simple getter comme celui-ci, on peut juste répéter la même chose. Voilà, ceci clôt ce TD. Bien sûr, on pourrait modifier encore beaucoup de choses, on pourrait faire grossir un chien qui mange, on pourrait empêcher un chien qui n'a pas faim de manger, etc., etc. Mais en ce qui nous concerne, c'est bon comme ça. Et pour conclure, n'oubliez pas de vous entraîner, de préférence sans support ou sans tricher, entre guillemets, à créer des classes, créer des méthodes, instancier des objets, ajouter des getters, ajouter des setters, documenter votre code, etc. Tout ça doit devenir des réflexes. Bon travail à vous.